Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette première vidéo de fin d'année, où on va revenir sur, par ordre, les flops, les tops et le bilan, et les films de 2021, mais ça attendra la réouverture des cinémas à mon avis, parce qu'on va pas faire ça de sitôt, alors qu'on n'est même pas sûr qu'on va avoir plus de la moitié des films qui sont prévus normalement cette année-là. Mais ça me tient à cœur de faire ces listes en vidéo et de vous parler comme ça, parce que je me dis que c'est un bon rituel tous les ans sur la chaîne, et également parce que ça me permet de développer un peu plus que sur un format papier ou sur une simple liste Twitter. Malgré ça, je vais essayer quand même de faire très court, parce que je me rends compte que 60% des gens qui regardent les top flops de fin d'année ne font juste que passer sur la timeline sans vraiment chercher d'explications et de râler après. Du coup, je vais quand même essayer de faire très court, de faire ça sur un format de 20 minutes, et ça va aller plus que... ça va aller, je vais m'en sortir. Je vais faire le petit point habituel de chaque top. J'ai vu 300 films cette année sortis en 2020, quelques-uns quand même sortis en 2021 que je vais essayer de ne pas inclure dans mes tops et mes flops, même s'il y en a certains qui vont quand même apparaître pour vous conseiller ou non d'aller les voir, ou aussi surtout parce que je vais pas aller les revoir quand ils vont sortir au cinéma, parce que j'ai de la flemme, et parce que ça tombe c'était très mauvais, ou ça tombe parce que j'ai pas envie de me changer mon opinion que je me suis fait dessus, et c'est totalement subjectif, c'est pas les pires films de l'année en termes objectifs, mais c'est les pires films que j'ai pu voir parce qu'ils m'ont déçu, parce que je les ai trouvés très mauvais, ou autres. Donc n'hésitez pas à regarder les explications pour ça. Et avant de commencer, je me permets de faire cette petite pub pour une autre vidéo de ma chaîne, parce que c'est les vidéos les plus vues de ma chaîne, les tops et les flops. N'hésitez pas à aller voir mon documentaire hommage sur Gaspard Noé, ça m'a pris beaucoup de temps, je l'ai fait avec beaucoup de cœur, et ça me fait plaisir. Vos retours, on en parlera dans le bilan. Sur ce, on est parti, les mentions déshonorables sont entre le 2 et le 1, le top 1 et le top 2, enfin bref. Ça ne vous spoil pas l'entièreté du top. On commence en 10e position par un film tout récent qui n'est même pas sorti au cinéma, mais dont Warner m'a gentiment envoyé un lien pour que j'en parle sur C'est quoi le cinéma. Donc si vous voulez un résumé détaillé de pourquoi j'ai pas aimé, n'hésitez pas à lire l'article. Mais sinon c'est Wonder Woman 1984. And greatness is not what you think. Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, est un film qui m'a vachement déplu, et je ne suis pas le seul, parce qu'il se tape une moyenne de merde sur son critique, le site auquel je note, etc. Il y a 4,4, et c'est totalement légitime. C'est le seul film de super-héros à gros budget qu'on a eu cette année, et le seul film de super-héros à gros budget, ne le montre pas non seulement qu'il y a eu un gros budget, et en plus du divertissement. Oui, le film est plutôt chiant, oui. Le film est chiant, le film est très mal écrit, le film ne sait pas où aller, et le film se termine de façon totalement nulle. Des personnages ont une intrigue, on va pas avoir leur résolution pour une potentielle suite, certainement. Des personnages apparaissent dans certaines scènes, mais finalement disparaissent, les effets spéciaux sont absolument dégueulasses. Ce n'est pas l'idée de vouloir faire des effets spéciaux dans les années 80 qui me dérange, c'est le fait que Patty Jenkins ne sait pas mettre en valeur une idée de studio, etc. Et donc du coup filme ça comme une amateur en train de gérer des fonds verts. Donc arrête de filmer des films dans des effets spéciaux, parce que tu ne sais pas gérer les effets spéciaux, et continue de filmer des films, des drames intimistes à la Monsters, c'est là que tu es la plus pertinente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Wonder Woman. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller suivre le lien en description pour l'article sur C'est quoi le cinéma. 9e place, Jumbo. C'est son truc, elle fait de mal à personne, si? Non. Fais-toi soigner, ma pauvre, là, t'es plus avec nous. Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux? Jumbo est réalisé par Zoé Wittock, c'est un film belge avec Noémie Merlan dans le personnage principal, et c'est un personnage très timide qui travaille comme gardienne dans un parc d'attractions et qui va finir par tomber amoureuse de la nouvelle attraction du parc, et ça va partir en couille. J'ai beaucoup de problèmes avec Jumbo, j'en ai déjà parlé en vidéo, donc du coup je vais pas tergiverser plus que ça, n'hésitez pas à aller voir la partie dans la vidéo auquel j'en parle. C'était assez humoristique parce que je ressortais de la séance, c'était vraiment à chaud. Finalement, plus j'y repense, plus je me dis qu'en fait le gros problème du film, c'est qu'on nous fait passer Jeanne comme une personne normale. Alors que on nous aurait fait passer Jeanne, le personnage principal, comme quelqu'un ayant des problèmes psychologiques, notamment un handicap, ça aurait beaucoup plus passé dans la tête du spectateur. Parce que là, tous les actes qu'elle fait pendant le film, sont totalement incompréhensibles. On se demande vraiment, est-ce qu'elle est vraiment normale
Enfin bref, on nous pose des questions auxquelles nous ne sommes pas légitimes pour y répondre, et encore moins, on n'est pas légitime de nous les poser. Enfin, on n'est pas légitime de se poser ces questions-là. Enfin bref, je sais pas si vous me comprenez. Du coup, on tombe dans un malaise total, alors que le film essaye de nous faire passer une histoire tendre et belle. Pour moi, le propos ne marche pas, surtout que à côté, on a des visuels vraiment super, parce qu'on a des visuels qui reprennent un peu les pattes à la Spielberg quand il filmait Rencontre du troisième type, on va dire. Le tout avec une sorte de Windy Refn ou Benoît Debie, parce que bah, vraiment on a des éclairages néons qui, quand c'est bien mis en scène, quand Zoé Wittock prend le temps de poser sa caméra, et bah, sont vraiment très beaux. Mais à côté, on part totalement loin du sujet de base, on est dans un malaise constant, c'était une des pires séances de l'année, parce que je me sentais vraiment bloqué dans mon siège de cinéma. Je ne savais pas décrocher de l'écran, et c'était bien ça le problème, parce que à chaque fois je soufflais, mais je voulais que le film me réponde, je voulais que le film me fasse passer ça comme étant normal, et non pas dérangeant. Noémie Merlan a beau être une bonne actrice, bah, j'ai fait des choix de merde, et on en reparlera plus tard dans ce top. Et franchement, la scène d'éjaculation du manège sur le personnage principal, c'était à ne pas faire, hein. C'était à ne pas faire. La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. En 8ème position, on va mettre un ex-aequo, hein, parce que bah, y a eu beaucoup de films de merde cette année, bien que il y a eu plus de bons films quand même. 8ème position, Tenet et Antebellum. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Police secours, vous avez une urgence? Alors là, je sens qu'il y a tous les fans de Nolan, machin, qui vont venir me faire chier. Et encore, j'ai des amis dans mon entourage qui ont bien aimé Tenet, hein. Et je vous en veux pas, restez accrochés à vos principes, voilà, restez omnibulés. Je suis médisant, désolé. En fait, le problème que j'ai avec Tenet, c'est que Christopher Nolan nous prend de haut, et je déteste ça. D'ailleurs, si vous avez vu mon documentaire sur Gaspard Noé, il y a une référence justement à Tenet. Enfin bref, j'ai essayé d'être le plus subtil possible. J'espère que vous l'aurez vu. Mais le truc, c'est que Tenet est faussement complexe, faussement intelligent, et le tout est totalement con. Je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu en séance normale et en IMAX, parce que je me suis dit, bon, je vais quand même le voir dans les bonnes conditions. Je vais quand même voir si mon avis n'est pas biaisé par cette première séance qui m'a été abominable, non seulement parce qu'il y avait des gens qui parlaient fort derrière, et en plus parce que le film me semblait complètement con. En résulte que je ne comprends toujours rien, parce que la plupart du temps, Nolan nous fout des principes qui va totalement contredire dans 10-15 minutes après, donc au bout d'un moment je suis totalement perdu, et je pense que c'est pour ça que les gens comprennent pas le film, parce que bah, y a des incohérences de partout, donc au bout d'un moment, bah, moi j'en peux plus, et au bout d'un moment ça nous perd aussi, nous en tant que spectateurs. J'ai compris hein, la trame principale du film, hein, le film pseudo-buddy movie amical, où c'est une histoire d'amour entre 2 amis, enfin j'ai compris, et encore là je simplifie beaucoup, hein. Mais le truc c'est que je ne comprends pas l'univers dans lequel je suis. On a un univers où on nous dit ceci, et finalement c'est cela, enfin... Il y a quelque chose de très complexe, et je pense que Tenet, avec un autre scénario, aurait beaucoup plus fonctionné que de la main de Christopher Nolan. Et ça, je suis pas le seul à le dire, hein. C'est lourd, je trouve ça complètement con, et même visuellement, bah, je trouve que le film n'est pas si beau que ça. Je trouve le film assez laid, parce que les couleurs monotones, bah, ça va 2 secondes. À la limite, la scène la plus esthétique, c'est l'avion qui crache, et la scène de concert au début, parce que c'est 2 qui ont vraiment une couleur spécifique qui ressort à l'écran. Et sinon, la bande sonore, vraiment là, est très bonne, mais comme toutes les bonnes sonores des films de Christopher Nolan, il aime beaucoup jouer avec le son, et là, ça vaut le coup d'aller voir le film en IMAX, parce que au moins on passe un meilleur moment, parce qu'on entend beaucoup plus la musique. Là où dans les séances normales de cinéma, comme dans le cinéma auquel je travaille, bah, on entendait plus les explosions que la musique. Enfin bref. Et c'est Antebellum, parce que je trouve qu'Antebellum foire son message. C'est un film faussement antiraciste, parce que il y a beaucoup de trucs dans le film qui nous font penser que bah, ça a été fait par des racistes, sauf qu'ils essayent de dire « Ah non, je suis pas raciste, j'ai un ami noir », donc Antebellum, ça essaie de faire du Jordan Peele, finalement ça n'en fait pas, et au contraire ça en fait un très mauvais film. Du coup, bah, Antebellum, je comprends pas la hype qu'il y a dessus, parce que j'ai été lancé par cette hype, j'ai été lancé par le fait que ça pouvait être un Jordan Peele bis, tout en étant un film de genre très bon, et finalement j'en suis ressorti totalement consterné par ce que je venais de voir, parce que je trouve que le film, et j'ai pas envie de dire intentionnellement, mais
ne fait pas exprès, mais il foire son message en disant le contraire. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans Antebellum. Et encore, j'en ai peu de souvenirs parce que j'ai préféré l'oublier vite. 7ème position, Les Nouveaux Mutants. Who's there? We can get out of this together. Je vais pas éterniser dessus. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était assez mauvais et que ça ne valait pas cette longue attente pour au final se retrouver sur un film qu'on nous avait pas vendu en fait. Et ça, c'est pas un problème du réalisateur parce que lui apparemment il voulait vraiment faire ce qui est dans cette version, bien que je pense qu'elle a été quand même assez charcutée. Il voulait raconter, en tout cas ce qu'on nous raconte dans cette version, sauf que Disney se sont dit, ou Fox, hein, ils se sont dit bon, on va faire un truc film d'horreur. Donc du coup ils ont fait une bande-annonce horrifique, ce qui n'est pas la totalité de ce que veut raconter le metteur en scène. Du coup on finit par un body bulga assez dégueulasse, assez dérangeant. J'ai envie de sauver quand même Anya Taylor-Joy qui essaye de se donner à fond en cabotinant. Donc son personnage est assez fun, mais sinon le reste, regardez Chronicle, hein. Regardez Chronicle, pour moi c'est mieux quoi. Même j'ai eu l'impression que le film copiait beaucoup sur Glass de Shyamalan. J'ai eu l'impression de voir le même film, sauf que d'une qualité différente. Donc au bout d'un moment, ça m'a totalement désintéressé. Et cette histoire d'amour, laissez tomber. Hein. 6ème position, hashtag je suis là. Moi, je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien, bien sûr. Bah ouais. Alors, Ouais, laissez ouais. personne vous dire le contraire. Film de Éric Lartigot, celui qui avait fait La Famille Bélier, qui était une merde absolue. Et du coup, il voulait retomber sur le succès de son nom, Éric Lartigot, c'est vrai que c'est connu, sur son nom et le succès de La Famille Bélier, en se disant, tiens, je vais faire un autre film avec une autre grosse tête d'affiche, à l'époque c'était Louane, là c'était Alain Chabat, sur un mec qui aime harceler les gens. Hein, c'est un petit peu ça. C'est pas ce qu'il racontait, évidemment, ça veut nous faire passer cette relation comme étant une belle relation. Mais finalement, c'est un Chabat qui harcèle une coréenne, japonaise, je sais plus. C'est très malsain, ça raconte des choses auxquelles le monde d'aujourd'hui essaye d'éviter, hein, et non pas sans raison. Voilà, le harcèlement, c'est pas bien. Et Éric Lartigot, pourquoi tu as fait ça? Déjà, c'est 30 minutes d'un Chabat qui s'éclate dans un aéroport, certes. Ça me fait plaisir de voir ça, mais j'aurais préféré voir ça sur un format de 30 minutes sur YouTube, plutôt que de payer et de me déplacer pour voir Alain Chabat faire des conneries. Ou sinon je regarde VTEP, au pire, c'est une apologie du harcèlement, sans le vouloir, hein, toujours. Hein, je pense que Éric Lartigot est un bon type, hein, mais l'écriture de ce scénario ne prône pas les bonnes choses. Pas du tout. Revoyez le film, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Revoyez le film et mettez-vous dans la tête que Alain Chabat harcèle une coréenne japonaise, je sais plus. Et ça va vous tiquer tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'était assez gênant. Très gênant. Et 5ème place, on retrouve Noémie Merlan pour A Good Man. A Good Man est un film qui n'est pas sorti en 2020, mais qui va sortir en 2021, que j'ai découvert en avant-première, etc., à Deauville, dans la sélection cannoise. Donc c'est un film qui devait être normalement dans le festival de Cannes de cette année, et qui est réalisé par Marie Castille Mention-Char, qui a fait pas des bons trucs avant, hein, de ce que j'ai regardé, de ce que je me souviens. Elle a réalisé La Fête des Mères, voilà. Voilà, des bowling. C'est pas une réalisatrice qui est connue pour faire des bons films. Et elle a réalisé ce A Good Man, qui raconte l'histoire de Odd et Benjamin. Je vais vous lire le résumé sans critique parce que sinon je vais être assez médisant. Odd et Benjamin s'aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Odd souffre de ne pas pouvoir avoir d'enfant, alors Benjamin décide que c'est lui qui le portera. Parce que Benjamin est une personne transgenre, dans le sens où c'était une fille, et enfin un corps de femme, sauf que se transforme en homme parce que vous connaissez la définition de transgenre. Je vais pas commencer à parler de ça, je ne connais personne dans mon entourage qui l'est, donc je ne peux pas avoir de définition concrète de ce genre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le problème de ce film, c'est que Noémie Merlan joue le personnage transgenre. De base, je suis pas contre l'idée que quelqu'un d'hétérosexuel joue un homosexuel, que quelqu'un de non transgenre joue un transgenre, etc. Je suis pas contre l'idée. Par contre, je suis contre l'idée de vouloir faire passer ça comme un jeu d'acteur profond et sincère,
Là où Noémie Merlan, grimée en homme, elle est grimée de façon très grossière. C'est pas lui rajouter de la barbe et de la moustache et de rendre le tout très artificiel qui va jouer en sa faveur. En plus, la voix qu'elle porte quand elle joue le rôle de Benjamin et non pas le rôle de la femme qui était avant, la voix, elle est modifiée au montage pour faire une voix d'homme, ce qui rend un truc totalement dégueulasse. Et en plus, pourquoi avoir choisi Noémie Merlan pour faire le personnage principal alors que tu as un acteur transgenre dans ton film? Pourquoi? Il y a un acteur, sincèrement, hein, elle s'est vantée sur scène en disant « Ouais, j'ai fait un truc pour les transgenres, machin. » Il y a même un acteur transgenre dans le film et elle nous le présente. Donc elle a fait la présentation, il me semble, après le film. Non, avant le film. Elle nous le présente. Donc moi, je retiens son visage. Je fais « Ah, d'accord, je vais voir ce que tu fais. » Il joue un caissier et on le voit 2 minutes. Et les 2 minutes où on le voit, il est pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Tu te demandes, mais pourquoi? Je sais que Noémie Merlan, elle peut faire vendre, et encore, c'est pas non plus une actrice bankable. Je sais pas, je comprends pas. Noémie Merlan fait des choix de casting, des choix de films qui me sont totalement incompréhensibles, mais là, faire ça m'a totalement sorti du film. Et en plus, le propos est très bancal. Très bancal. Ça a été très complexe de regarder ce A Good Man, que je considère vraiment comme un film raté. Mais raté, il n'y a rien à sauver. Rien à sauver, ça a été une des séances de cinéma les plus horribles, les plus malsaines que j'ai vues cette année. Et c'était pendant le festival de Deauville. Il fallait que je mette dans ce flop de 2020 alors que c'est un film de 2021 parce que je compte pas le revoir en 2021 et je compte l'oublier très prochainement. Mais aussi pour vous décourager d'aller voir ça, surtout si vous êtes quelqu'un de transgenre. Je pense que ça peut vraiment vous faire du mal, beaucoup de mal. 4e position, on retrouve Robert Zemeckis dans Sacrée sorcière. We'll never let you get away with your filthy, evil plot. Who's gonna stop me? Doesn't matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you. You wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person, now would you? A mouse? Mm-hmm. Why on earth would I be carrying around a mouse? Sacrée sorcière est pour moi le film dont je n'avais pas envie de mettre dans ce flop, mais j'ai été contraint. Parce que c'est vraiment, je pense, le pire film de la carrière de Robert Zemeckis. Et c'est pas comme si j'avais pas vu 3/4 de ses films. Ça a été horrible. Le film s'ouvre plutôt bien parce qu'on a 10 bonnes minutes au début avec des sacrés plans, des plans à la Zemeckis, un univers à la Zemeckis qui s'installe. Et ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être une bonne surprise. Après ces 10 minutes-là, on passe sur un film d'une heure et demie, il nous reste 1h30 de film. Et ça rame. C'est visuellement dégueulasse. Scénaristiquement, ça nous emmène vers un endroit qui était prévu dès qu'on a lancé le film, et sans surprise, sans rebondissement, sans rien. Le tout avec des acteurs qui, la plupart du temps, sont en sous-jeu total. Je peux sauver quand même Anna Hathaway qui m'a franchement fait rire, parce qu'elle prend un accent russe, roumain, je sais pas, un accent de l'Est qui fait rire. Enfin, tu sens qu'elle s'éclate dans ce rôle de méchante sorcière, et c'est pas plus mal. Mais sinon, le reste du film est fade, c'est laid, c'est mal écrit. J'ai l'impression que c'est pas du Zemeckis, j'ai l'impression que c'est vraiment, on a donné ça, le projet, le film à un jeune réalisateur qui n'a jamais rien fait à part un court-métrage de 2 minutes, et qui là se retrouve dans un film à gros budget avec des effets spéciaux, et qui, comme il sait pas comment se démerder, bah, il laisse champ libre à la société des effets spéciaux, et qui se sont dit, bah, oh bah, comme on n'a pas que ça à foutre, on va faire ça. Film raté. Film raté et nul. C'est vraiment, à part les 10 premières minutes, il n'y a rien à sauver, ça tourne en rond, et c'est même pas pour les enfants, parce que visuellement, ça ferait peur à des enfants. Enfin, si vous avez des enfants de 8, 9, 10 ans et moins, ne les emmenez pas voir ça quand ça va sortir au cinéma en France. Sincèrement, je pense qu'ils vont faire des cauchemars pendant 2 semaines. Il n'y a rien qu'à regarder la photo où il y a Anna Hathaway qui sourit avec ses lèvres qui montent jusqu'à ses oreilles. Rien que ça, je trouve que j'aurais 10 ans, j'aurais fait des cauchemars pendant je sais pas combien de temps. Et pourtant, c'est pas... à 10 ans, je faisais moins de cauchemars devant quand je regardais Chucky, hein, mais... Alors là, sincèrement, visuellement, je trouve que c'était dégueulasse. Voilà, ça me fait beaucoup de mal de mettre un Robert Zemeckis dans mon flop, mais
j'étais obligé. Bon là on va être très rapide, j'en ai fait une vidéo pour l'un et l'autre on en a totalement rien à foutre. Pour mon troisième position, c'est The Grudge et The Boys 2, pour la même façon où j'ai mis un jour The Door d'une année dans mes flops. Qu'est-ce qui va pas? Il faut qu'on s'en aille, tout de suite. Je me sens toujours obligé de mettre ce genre de film d'horreur à la con et de merde dans mes flops, parce que pour moi j'ai envie que ça change. Je sens que c'est en train de changer, mais on a toujours des dubs pareils. The Grudge, je suis pas resté jusqu'à la fin, je suis parti 10 minutes avant la fin, parce qu'au bout d'un moment j'avais pas que ça à foutre et j'ai préféré aller voir un autre film à côté. Et The Boys 2, j'ai tenu 30 minutes et je me suis dit mais ça sert à rien d'avancer. Pourtant The Boy 1, je peux comprendre et je trouve que le film est plutôt moyen, mais ça va. Autant The Boys 2, je ne comprends pas. Ils ont voulu partir dans une direction à la fin de The Boy 1 et ils ont pris totalement l'opposé dans The Boy 2. C'est le genre de film d'horreur qui je ne supporte plus. Je me sens toujours obligé de leur caser une place dans le top et flop. Là, c'est c'est les deux seuls films où j'ai pas pu tenir jusqu'à la fin de la séance parce qu'au bout d'un moment, ça me pèse un peu de voir des films aussi lambda. Ça, c'est la case oubliable, c'est le top 3 et le top 3, je rentre tous les films d'horreur de merde qu'on peut se taper chaque année. Et pourtant, c'est pas faute de ne pas espérer. Ou d'espérer, c'est pas faute d'espérer, c'est pas... je sais plus. En deuxième position, un film qui m'a vachement déçu et que je trouve... j'ai du mal. Voilà, je dirais pas que c'est un film de merde, je pense que je comprends que le film passionne plusieurs personnes. Mais c'est Swallow. I just wanted to make you happy. You get back here with my kid! I did something unexpected today. Swallow, réalisé par Carlo Mirabella Davis. Je suis allé le voir avec une de mes tendre et proche ami, qui a beaucoup aimé à la fin du film, alors que moi, j'ai souffert, vachement souffert. Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, donc 15 janvier, j'ai pas vu depuis janvier, quoi. Je sais pas, mais il me reste en tête pour plusieurs choses, et notamment parce que le film m'a dérangé. Et c'est pas faute de regarder des fois des trucs qui sont vraiment horribles et dégueulasses. Le film m'a dérangé dans son sujet, dans la façon dont il le traite, la façon dont il met en scène. Voilà, j'ai beaucoup été gêné cette année au cinéma parce qu'il y a beaucoup de films auxquels j'espérais voir quand même un truc assez neuf. Et finalement, j'ai été déçu par des éléments de mise en scène, des éléments cinématographiques qui m'ont vraiment choqué. Et Swallow fait partie de ces genres de films qui m'ont choqué. Bon, je suis pas parti parce que je reconnais quand même la qualité évidente qui est derrière. Mais c'est un film qui, je n'arrive pas, et je pense que je n'arriverai jamais à accrocher. Toutes les scènes où Hunter, le personnage principal, avale ces objets non comestibles, que ce soit de la simple punaise au clou, à la pile, voilà, c'est ce genre de trucs que j'ai du mal à accepter. C'est comme des gens ont du mal à accepter Serbian Film, par exemple. Là, ça, j'ai du mal à accepter, surtout que la cause de pourquoi elle fait ça, donc c'est une maladie, hein, évidemment, c'est une maladie psychologique, mais également c'est... tout un sujet autour du féminisme, de l'émancipation de la femme. Et je trouve que racoler cette maladie avec ce sujet-là, déjà, pour moi, ça ne veut pas coller dans ma tête. Mais aussi, toute cette mise en scène qui joue beaucoup sur les gros plans, etc. Enfin bref, j'ai eu le sentiment d'être oppressé. Si c'est ce que le réalisateur voulait, tant mieux pour lui. Mais si... moi, je sais pas, je reste totalement dehors et c'est le genre de film que je vais rejeter toute ma vie, et je pense que je ne le revisionnerai plus parce que je me suis vraiment senti en train de regarder quelque chose qui m'est viscéralement impossible de regarder. Enfin, c'est ce genre de cinéma qui... voilà, ça mélange des choses que, indépendamment, j'aurais bien aimé, mais
tout coller, ça me dérange beaucoup. Donc je peux comprendre qu'on aime bien, mais ça a été très longuement le top 1 de mon flop numéro 1, parce que c'est typiquement le genre de cinéma que je ne peux pas regarder. Et comme je vais souvent voir des films sans rien connaître, bah, je suis tombé dessus, et tant pis, tant pis. Faut boire de l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et en fait, je me rends compte qu'on voit mon top depuis tout à l'heure, à côté. Voilà, vous avez été spoilé. Plus sincèrement, on va passer maintenant en mention déshonorable avant de passer au top 1. Mention déshonorable, je vais faire du name drop, je vais pas vraiment expliquer pourquoi. Enfin, sachez que la majorité, je les trouve que c'est vraiment mauvais. Et le reste, c'est des films dont je me suis vraiment foutu. À dire aussi, parce que j'ai oublié de dire ça au début de vidéo, mais il n'y a pas de comédie française à la con dans mon flop, machin, parce que moi j'estime que si on va avoir ça, c'est qu'on sait typiquement que ça va être de la merde. Donc au bout d'un moment, voilà, je préfère vraiment défoncer des films qui m'ont déçu et choqué plutôt que des conneries. Mention déshonorable, attention name drop. Sonic le film, La vertu des impondérables, Danny-Claude Lelouch. Connecté, Ip Man 4, Tapé chaud, Pompéi, Relique, La Daronne, Da Five Blood, Pinocchio et De Gaulle. Voilà, ça c'est le genre de film qui ne rentre pas dans les comédies françaises à la con, machin, que j'ai vraiment détesté, hormis Tapé chaud qui lui rentre dans les comédies françaises à la con, mais sauf que je trouve que le film est mauvais, mais mauvais dans le sens où il transmet des mauvais messages, et certains vont me demander en description des explications pour Relique, qui est certainement le meilleur film populairement dit, et qui va se retrouver dans beaucoup de tops, dans les mentions déshonorables. Je trouve que le film n'a rien d'exceptionnel et qu'il est mauvais dans le sens où il n'y a pas grand chose à sauver. Voilà, c'est mon simple avis. Je suis totalement passé à côté, je trouve ça mauvais et pas original pour un sou, je comprends pas la hype qu'il y a eu autour de Relique. Et pourtant c'est pas peine d'aimer des films ou des vieux en décomposition physique, mentale, morale, parce que y a un film comme ça dans mon top qui a été largement décrié par les gens. Maintenant on va passer à la première position et c'est un film de 2021. Et oui, en première position, on peut retrouver Aline de Valérie Lemercier, qui devait normalement sortir en cette fin d'année 2020. Et finalement, il se voit reporter lui aussi à cause de la fermeture des cinémas. Je mets Aline en première position pour vous déconseiller de le voir. Je pense que j'en reparlerai pendant 2021 dans une vidéo assez particulière de ce film. Parce que j'ai vraiment envie que ce film fasse un flop. Et j'ai vraiment envie que des fans de Céline Dion n'aillent pas voir ça. Parce que moi, personnellement, ferais un film comme ça sur Michael Jackson, et ben, je pense que je tuerais la personne qui l'a fait. Non pas que je veux du mal à Valérie Lemercier, non. Je pense que je tuerais psychologiquement cette personne. Je lui donnerais des bâtons comme ça, parce que tu peux pas faire une biographie comme ça. Tu peux pas faire une biographie où Valérie Lemercier tape son ego trip au travers la vie d'une autre personne, et c'est ça qui m'a beaucoup dérangé. J'ai pas envie d'en parler plus que ça, parce que je pense que je vais en parler plus tard, parce que c'est un film que je ne peux pas passer sans en parler, parce que c'est un film qui, même s'il se retrouve dans les pires films que j'ai vus de ma vie, carrément, et bah, le film me marque, et le film est le symbole même de tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais une biographie. Et le truc c'est que apparemment le film a un gros succès dans le festival, etc. Et il passait à... Voilà, ma PDG m'a recommandé ce film en disant c'est le film ultime sur Céline Dion, machin, enfin bref. Et alors que j'en pense tout le contraire et j'en pense que du mauvais. Pour moi, il n'y a rien à sauver à part l'acteur qui joue René, le mari de Céline Dion, qui lui est à sauver, mais sauf qu'il passe totalement inaperçu parce que Valérie Lemercier prend 80% du film. Imaginez quand même une mauvaise réalisatrice, une mauvaise actrice et une mauvaise scénariste prendre l'entièreté du film. Au bout d'un moment, ça rend un film très mauvais. Je vais te dire deux exemples. Valérie Lemercier joue Céline Dion quand elle a 10 ans, donc c'est-à-dire qu'elle incruste sa tête numériquement dans une enfant de 10 ans pour jouer Céline Dion pendant 30 minutes, les 30 premières minutes du film, quand elle a 10, 11, 12 ans. Donc du coup, t'as une tête de vieille dans un truc de « Ah, c'était horrible ». Et en plus, c'est la seule actrice connue du long métrage. C'est-à-dire que là où tu aurais pu mettre vraiment des grosses têtes d'affiche, des gros acteurs, des gros noms pour plus vendre le film, non, sur l'affiche, tu as Valérie Lemercier, écrit par Valérie Lemercier, réalisé par Valérie Lemercier, et dans le film, c'est Valérie Lemercier. T'as que elle.
dans tous les plans, dans toutes les scènes. Bref, une horreur absolue. J'en reparlerai durant 2021, c'est pas possible de faire autrement et j'en parlerai dans un format qui ne sera pas de la facecam et de la critique à chaud. Enfin bref, Aline, je l'ai pas crié, mais elle est quand même venue. Et je voulais pas, moi. Je voulais pas. Bref, c'est à la fin de ce flop, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, du coup, je pense que vous avez une vidéo de 20 minutes environ, je dirais. On se retrouve très prochainement pour les top films, où ça sera pas un top 10, ça sera un top 20. Parce que comme je l'ai dit en introduction, j'ai vu 300 films cette année, et au bout d'un moment, classer sur 300 films, 10 films, ça m'est très complexe, parce que j'ai quand même envie de parler de quelques excellents films qui m'ont bouleversé et emmené et diverti cette année. Donc on en reviendra sur les tops qui seront un petit peu plus longs, je pense, parce qu'il y a quand même le double. Bref, sur ce, on espère que les cinémas vont ouvrir en 2021, on espère que la vie va revenir comme avant, on espère qu'on aura toujours des bons films à se mettre sous la dent. C'était Louane, ciao.